Alors, donc, je te fais une petite présentation. Donc, moi, je m'appelle Victoria, j'ai 30 ans, pardon. Là, donc, je suis média activiste. Avant, j'étais ingénieure. J'ai quitté cet environnement qui, pour moi, est beaucoup trop capitaliste et libéral. Je voulais Mhm. intensifier mon engagement en faisant des reportages sur les luttes sociales, sur l'écologie, sur les alternatives de vie. Là, je travaille avec l'Institut Goethe pour faire des piges écrites sur l'activisme climat. Donc, il y a quatre articles. Donc, mon premier article, c'était comment l'activisme climat est une porte d'entrée pour l'activisme sur les luttes sociales. En fait, comment ça s'imbrique. Voilà, et donc maintenant que j'ai voilà, mis ça en lumière en ayant interviewé différents militanteux, je m'intéresse à qu'est-ce que c'est d'être militant, militante, qu'est-ce que c'est au long terme, au long cours, en quoi cet engagement impacte les relations, les rêves, les parcours de vie, quels sont les freins et les moteurs pour un engagement au long cours. Euh, voilà, et c'est dans ce cadre-là que je voulais avoir ton témoignage pour Ok, pouvoir super. nourrir cet article. Est-ce que ouais, tout est clair Mhm. pour toi de ce Ouais, point de tout vue-là? est clair. Ok, trop bien. Du coup, pour commencer, je vais te poser des questions. C'est vraiment juste des lignes directrices et tu me partages ce que tu as envie. Moi, je m'adapte à ton discours. Eh bien, du coup, on va commencer. Alors, Sendo, est-ce que donc j'ai toute une série de questions qui vont nous emmener justement vers cette question de l'impact de l'engagement au long cours. Mais du coup, pour commencer, pour ouvrir cette première porte, est-ce que tu peux me raconter quelles sont les causes pour lesquelles tu milites? Alors, du coup, je pense qu'il y a 10 000 causes en même temps. Et au début, moi-même, je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas que je militais. Et je savais pas et je connaissais pas vraiment les causes pour lesquelles je militais. Je pense que ça a commencé vers 2012-2013. Du coup, j'étais petit, en vrai. Et c'est quand, en fait, ma grande sœur, en fait, je suis dans une famille nombreuse. J'ai 6 frères et sœurs, enfin, j'ai été élevé avec 6 frères et sœurs, même père, même mère, et j'ai encore des demi-sœurs, demi-frères. Donc voilà, famille nombreuse, etc. Il y a une de mes grandes sœurs, en fait, il y avait eu un accident au Congo-Brazzaville, une explosion, en fait, d'un stock, ici, il me semble, un stock, en fait, de munitions, un truc du genre qui avait explosé. Et en fait, il y avait eu un gros accident. À partir de là, en fait, ma sœur a créé une association qui s'appelle la Mouka. Et en fait, avec cette association-là, elle a envoyé des vêtements et plein de ressources en fait aux personnes qui venaient de vivre cet accident-là. Et du coup, après cet accident-là, non, 1 ou 2 ans après, elle s'est dit, ben ok, c'est cool, mais ça aide, mais est-ce que ça aide vraiment? Ça aide sur le court terme? Oui, c'était nécessaire, mais en fait, il ne faut pas continuer à faire des actions comme ça et répondre à des besoins courts. Et du coup, comment on peut faire pour s'engager? Et là, elle était avec ses potes, etc. Du coup, tous issus de banlieue parisienne. Je suis de Villepinte. Et Mhm. là, elle a commencé de banlieue parisienne et de la diaspora africaine, on va dire, même si on était tous nés en France. Et du coup, elles ont commencé à lancer ça, etc. Et moi, j'étais tout petit, je suivais derrière et je disais, est-ce que je peux faire pour aider, etc. Et au bout d'un moment, en fait, il y a mon père qui est agriculteur au Congo-Brazzaville. Je pense que ça va aussi aider. En vrai, ça m'a grave aidé. Du coup, il est hyper ouvert sur tout ce que je peux faire et tout. Enfin, voilà. Du coup, en fait, elles ont fait un partenariat pour éduquer gratuitement des jeunes qui savent totalement pas quoi faire, etc., à l'agriculture naturelle. Avant, je disais biologique, mais c'est même pas biologique, en fait, c'est vraiment naturel au Congo-Brazzaville. Et du coup, c'est là que l'AMUCA a commencé et c'était en fait, c'était du coup une association environnementale et sociale au final. Et en fait, c'est là, j'étais totalement passionné par ce que ma sœur faisait, etc. Je dis comment je peux aider. Elle m'a dit, OK, ben, on peut faire une partie en France si tu veux. Tu veux passer dans les lycées. Et là, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à organiser des trucs avec mon lycée sur la Mouka pour parler d'écologie aux gens. Et c'était vraiment pas un sujet à la mode et encore moins, encore moins en banlieue parisienne. Vraiment, c'était vraiment vu comme un sujet bobo. Vraiment, vraiment. C'était vraiment.
Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un peu ce côté-là, mais avant, c'était vraiment donc voilà et du coup, par contre, mais vu qu'on parlait de, il y avait on parlait de l'Afrique, ça touchait peut-être plus certaines personnes, du coup du coup, je pense que ça s'inscrivait déjà dans une écologie décoloniale à partir du moment où c'était une écologie vue d'ailleurs. Donc voilà, et ça, je le savais pas du tout, hein. J'étais juste, hyper, intéressé et ça me passionnait, voilà. Je me disais: «OK, de ma vie, c'est ce que je veux faire. En fait, je veux faire des projets comme ça, trop bien», et cetera. Du coup, voilà comment ça a commencé et du coup, en fait, c'est à partir de là, en fait, que j'ai, connu une écologie décoloniale depuis que je suis petit à travers, cette association, la Mouka, en fait, qui forme à l'agriculture, naturelle gratuitement. Après, il y a eu, pas mal de problèmes avec cette association dans le sens où, les gens qu'on formait, ils voulaient pas spécialement rester dans ce secteur-là où ils se disaient: «En fait, il y a un problème, en fait, ils prenaient cette expérience-là, ils se disaient: «OK, ben, maintenant je veux, travailler pour, telle entreprise dans tel bureau» et du coup, en fait, il y avait une certaine fuite avec les compétences qu'ils apprenaient et du coup, ben, ce que je compte faire, c'était, ben, là, j'essaie de prendre l'expérience à travers les études que je fais et cetera. Après, j'aime pas trop en vrai ce que je fais, mais j'aime bien, c'est trop bizarre. Enfin, je sais que ça me sera utile, mais mais Tu fais quoi? Tu fais j'aime quoi? pas trop. Ben, du coup, en fait, j'ai fait une prépa littéraire parce que j'aime Oui. beaucoup la culture, l'art et cetera. Je me suis dit: «OK, je vais être, ben, j'écris et cetera et je sais que je veux faire de l'art toute ma vie» et je voulais aller en prépa littéraire et je me suis dit: «OK, ben, je vais faire de la géographie et comme ça, je vais encore plus en savoir». Là, je vais en prépa et cetera et je me dis: «OK, la géographie, ce sera intéressant, mais ce que je vais faire, c'est des projets». Du coup, je suis parti en école de commerce. École de commerce, j'y suis allé. La première année, franchement, les cours, en fait, déjà, j'arrive de la prépa littéraire où, OK, les profs, ils sont un peu chelous. Mais, mais, ce qu'on apprend peut être intéressant. Même si des fois, il y a une vision vraiment très eurocentrée, etc. Par exemple, j'avais un thème, c'était l'Afrique, la France et les Français. Désolé, je fais plein de digressions. Il était intéressant, mais c'était l'Afrique, la France et les Français. Ça ne prenait pas en compte la vie des Africains, etc. Bon, il y a plein de problèmes, certes, mais c'est pas une école de commerce. Tu arrives en école de commerce et tous tes cours, ils tournent autour d'une chose, de l'argent. Et tu te dis, mais comment ils font pour faire que des cours qui tournent tous autour de l'argent. Du coup, j'étais un peu perdu et du coup, j'ai redoublé ma première année d'école de commerce. J'ai fait que des assos. Dans l'asso, j'ai fait de l'art, et cetera. Je me suis dit: «OK, est-ce que tu pars?» Je me suis dit: «Ben, vu, parce que j'avais fait un prêt, du coup, je me suis dit: «Autant rester» et je me suis dit: «OK, tu restes, mais tu vas juste faire des projets et tu vas t'en servir» et en t'en servir en faisant des projets. Là, j'ai fait une année de césure et du coup, je me suis dit que j'allais me diriger vers l'entrepreneuriat social, ben, pour en fait essayer d'avoir un impact et apporter les connaissances que j'apprends là dans un milieu plus sain, enfin que je trouve en tout cas plus sain. Et pourquoi pas essayer de... Là, je suis en train de me dire ça parce que je réfléchis même sur l'entrepreneuriat social. La question que je me pose depuis quelques mois, quelques semaines même, c'est l'entrepreneuriat social, ça maintient un système, ça nous fait accepter un système horrible ou ça change un système? Et je pense qu'il y a des 2. Je ne crois pas à l'entrepreneuriat social dans des sociétés, mais je sais pas en fait. En vrai, c'est une question à laquelle j'ai pas encore répondu. Là, je me dis en ce moment, pourquoi pas essayer de développer un truc, une association, qui sensibiliserait à l'entrepreneuriat social en banlieue, en fait, pour passer dans les classes et cetera. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est on se dit: «OK, soit je veux faire, en vrai, enfin bon, après je pense que j'ai l'impression que ça a changé quand je parle aux gens, mais c'était quand j'étais au lycée, il y a 6 7 ans, eh bien, soit en fait, tu devenais artiste, soit tu devenais footballeur, soit, tu faisais un max d'argent et tout le monde disait: «Ah lui, c'est trop bien», enfin, soit tu vendais de la drogue aussi, mais quand tu gagnais un max d'argent, c'était trop bien, lui, il est hyper droit, je sais pas quoi, ni na mais en fait, en avançant, je me rends compte que, ben, non, c'est pas la solution non plus. Donc, pourquoi pas essayer de passer dans les lycées et de parler d'entrepreneuriat social, même si maintenant je trouve que, les plus jeunes, les lycéens et tout, ils sont beaucoup plus conscients que moi, alors que c'était juste il y a 6 ans, quoi, 6 ans, quoi. Beaucoup plus conscients que ça. Du coup, voilà les problématiques sur lesquelles je m'engage. Je pense que c'est l'écologie décoloniale. Je m'intéresse à l'entrepreneuriat social et oui, aux discriminations, mais depuis petit, sans faire exprès, je pense que c'est parce que c'est mes thèmes d'écriture, en fait, depuis longtemps. Enfin, au début, je ne dévoilais pas mes écrits, je les écrivais juste pour moi et je me posais plein de questions et cetera, et ben, en fait, dans mes thématiques, il y avait beaucoup l'antiracisme et du coup, ben, je pense que c'est réellement un thème qui me touche, même si j'essaie de l'aborder sous plusieurs angles, voilà, parce que ben, je pense que j'aime l'art et j'aime bien jouer avec les angles, et cetera.
crois que si je continue à parler, je vais prendre 2 heures pour. Je voulais pas t'interrompre, mais du coup, voilà, je vais résumer un peu ce que tu m'as dit pour être sûre, d'être raccord. Hem, Toi, en fait, les causes pour lesquelles tu milites, ça a été un cheminement, assez long. Tu as été inspirée par ta sœur, par rapport, et donc tu t'es investie avec elle dans l'éducation populaire, si je puis dire ça? Enfin, faire de la Ouais, sensibilisation, oui, c'est ça. par rapport à l'agriculture, tout ça, c'est, donc de l'éducation populaire. Pour toi, c'était déjà une écologie décoloniale parce que c'était une écologie qui était vue sous un autre prisme que le prisme occidental habituel. Tu t'es retrouvée en école de commerce en suivant quand même un petit peu l'élan de ton cœur, si je puis dire, en te disant: «Voilà, je fais le prépa littéraire, j'essaye aussi, quand même d'absorber, les codes du système, traditionnel et en même temps, comme ça ne te plaît pas, mais tu mets de l'eau dans ton vin en te disant: "Bon, bah, je vais faire ce qui me plaît, j'en profite pour faire ce qui me plaît", sans te mettre en difficulté, parce que tu as déjà fait un crédit et du coup, là, tu essayes de reproduire un peu ce que tu as connu avant, continuer à faire de l'éducation populaire, justement par rapport à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un peu le même Mmh. mode d'action, mais avec différentes causes C'est que ta ça, sœur, ouais. par exemple. OK. Et du coup, bah, on en vient à cette question, c'est comment toi tu milites? Tu m'as dit que voilà, tu faisais l'éducation populaire. Hem, Tu parles aussi de tes écrits. Est-ce que tu peux me dire, voilà, quels sont les différents modes d'action que tu vas utiliser pour transmettre tes messages? Je m'intéresse énormément à l'écologie et du coup, depuis que je suis au lycée, collège, mes potes se moquent de moi, mais gentiment, quoi. Mais en mode, ils me vannent tout le temps et du coup, je les vanne et voilà, c'est comme ça. Et du coup, je sais très bien que c'est un truc qui les sensibiliserait jamais. Voilà, je me disais ça en mode, ok, c'est impossible. Et avec le temps, etc. C'était il y a 2 ans environ. Je me suis dit non, en fait, c'est juste que on leur adresse pas l'écologie à travers enfin, on leur parle pas leur langue, en fait, c'est tout. Et quand on ne parle pas ta langue, impossible de comprendre, enfin, c'est vraiment c'est pas ça. Du coup, je me suis dit: «OK, et si je faisais des posts?» J'ai commencé par des posts et tout. Je me suis dit: «Et si je faisais des posts, en fait, sur les réseaux sociaux?» Puisque vraiment, au début, c'était vraiment pour mon entourage. Pour que mes potes, ils se disent: «Ah ouais, OK, je vais faire attention à ça» et cetera. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et un jour, je me suis dit, ben, en fait, je suis aussi artiste depuis, enfin artiste, c'est un grand mot. Je fais de l'art depuis pas mal de temps. En gros, j'ai failli être danseur professionnel. En gros, il fallait que je choisisse entre être danseur pro à la fin du lycée ou aller en prépa. Et je sais pas pourquoi je choisis la prépa. Mais voilà. Et, euh, et en gros, c'était parce que j'avais fait en gros, je faisais une tournée avec un chorégraphe, un opéra hip-hop baroque. J'étais en gros personnage principal de l'opéra hip-hop baroque. On a fait une scène à la Philharmonie de Paris. Et ensuite, après ça, on m'a proposé une opportunité. Et si j'acceptais, il fallait que j'arrête mes études. C'était vraiment une tournée plus internationale. Et du coup, en disant non, j'ai voulu tout stopper parce que le faire à moitié, ça m'aurait trop fait de mal, quoi. Et du coup, en fait, depuis que je danse depuis plus de 10 ans, la danse hip-hop. J'ai fait un peu de danse contemporaine. Euh, Parce que justement, mes potes aussi ils me disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais à faire de la danse contemp?» Mais parce que j'aime bien le mélange des styles, et cetera. Voilà. Et j'écris aussi depuis que je suis petit, mais pour moi. Et du coup, il y a 2 ans, je me dis: «Et si, en fait, vas-y, amuse-toi et essaie de faire passer tes messages à travers tout ce que tu peux en t'amusant». Et du coup, c'est là que j'ai commencé en fait à mélanger mon art et les messages que je voulais faire passer, d'abord à mon entourage, en fait, enfin faire passer ça. Je voulais partager plus que faire passer, partager. Et je me suis dit: «En vrai, si ça les intéresse, si j'en parle comme ça, je verrai si ça les intéresse ou pas». Et là, il y a un truc qui m'a fait continuer vraiment à fond. C'est un pote qui est venu me voir. Vraiment, ces potes-là, c'est vraiment la rue, quoi. C'est vraiment la rue. Donc, il vient me voir, il me dit: «Ouais, Sendo et tout, nanana. Ouais, attends, j'ai un truc que je voulais te dire et tout. Tu sais, je suis beaucoup à ce que tu fais sur Instagram, etc.» Après, là, je dis: «Ah ouais, et tout, mais t'aimes bien, tu trouves ça comment? Dis-moi sincèrement si c'est pété, dis-moi c'est nul et tout. Mais si c'est bien, dis-moi». Voilà. Et là, il me dit: «Non, franchement, c'est bien. Tu sais, avant, j'étais le genre de personne, genre, jeter mes déchets sur l'autoroute, et cetera. Et là, depuis, impossible de faire ça». Et là, je me suis dit: «Ah oui, quand même, il part de loin, mais, mais c'est utile». Et il m'a dit un truc, c'est que, en fait, tu me parles, en fait, dans mon langage d'écologie. Et du coup, je me dis: «Ah OK, c'est fait pour nous. Enfin, c'est pour nous. C'est notre thématique et c'est pas une thématique
m'a dit de bobo ou de riche, alors que moi, en vrai, quand je regarde de plus en plus ce que j'aime, je me dis, ben, est-ce que je rentre pas dans cette catégorie qu'on appelle bobo? Mais voilà. Et voilà. Et là, je me suis dit, OK, du coup, en fait, c'est juste peut-être une question de communication, de langage. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, tu vas faire ton art, tu vas faire ta danse hip-hop, euh, et tu vas parler de tes thématiques et tu vas plus donner. Et là, j'ai commencé à réagir à pas mal de sujets sur mon Insta. J'ai réagi à plein de sujets, plein de sujets, plein de sujets. Et là, il y a plein de potes, vraiment, qui étaient sensibilisés sur ces sujets directement. Et du coup, à la fois, il y avait des gens d'école de co, que j'ai dans mes contacts, qui me disaient ouais, super. Et il y a de plus en plus de gens de mon école, j'imaginerais jamais, qui s'intéressent à des sujets, qui rentrent dans cette remise en question et tout. Et c'est cool, c'est vraiment, c'est super, vraiment. Parce que c'est beaucoup de dégâts évités, je pense. Et Surtout sur l'autoroute. oui, ouais, ouais, vraiment. Et à la fois, mes potes de longue date, de Villepinte, d'ailleurs, d'autres banlieues, qui me disent aussi, OK, hyper lourd ce que tu dis, hyper lourd, ouais, ton message, il passe vraiment. Et voilà, et c'est une autre manière de voir l'écologie depuis la banlieue. Ben, j'ai commencé par la voir depuis le Congo, et là, j'essaie de la voir en fait depuis la banlieue. Et à voir ce que ça donne, je fais assez, sans trop me poser de questions, enfin, je me pose de plus en plus de questions parce que pour me remettre en question, mais au départ, c'était vraiment assez naturel en partant du constat que mes potes me vannaient en fait. Et, euh, et voilà. Voilà. Et du coup, à force, du coup, je postais sur les réseaux, etc. Mais en fait, je postais des réactions à ce qui se passait. Mais sauf que c'est impossible de continuer à faire comme ça parce que ça prend trop d'énergie mentale, vraiment. Ça casse en fait, ça casse. Et enfin, je pense que si j'arrive à autant réagir, en plus, ouais, Alors justement, on va en parler de ça, de justement ok, l'impact de ce militantisme, sur, ta vie, en fait. Mais juste avant de passer à cette question-là, j'aimerais que tu puisses m'en dire un peu plus sur justement, tu dis: «Je mélange danse, écrit, écologie et je poste des choses sur Insta». Est-ce que, tu as des exemples ouais, concret pour une personne qui n'a pas vu. Comment est-ce que quand tu dis voilà, je parle d'écologie pas comme un bobo, ou en tout cas tes potes ils t'ont dit voilà, t'es pas un bobo alors tu pensais être un bobo ou un riche. Enfin, je sais pas si tu pensais être un riche, mais en oui, tout cas tes potes te disaient ouais, ouais. je suis peut-être un bobo et machin. Comment, ok, concrètement, comment tu fais en fait? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu transmets? Voilà. Ouais, Est-ce que tu peux bah, me en le fait, décrire? ouais, bah, en fait, je pense que déjà, c'est parce que je passe par le slam et avec des intonations rappées quelquefois. Mhm. Et des fois, je place des sujets comme ça, des sujets de société où après, je suis pas du tout le premier. Genre, par exemple, il y a Kerry James qui le fait super bien et c'est un exemple depuis que je suis tout petit, quoi. Mais, et je place aussi l'écologie. Alors que, enfin, voilà, et c'est un thème qui est totalement absent. Et je pense le faire de plus en plus en prenant des risques, en passant peut-être par l'humour aussi, dans des chansons que j'écrirai plus tard. Voilà. Et c'est vraiment grâce à ça. Et c'est parce qu'en fait, en fait, ce que je fais, c'est que je fais du slam sur des sujets écologiques et sociaux. Euh, je fais attention à utiliser, c'est pas vulgariser, mais c'est utiliser des mots euh, courants ou je peux même mettre du verlan ou je peux utiliser des expressions urbaines en parlant de sujets, de ces sujets-là, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que des potes viennent me voir et me disent ça. Et que bah, maintenant, c'est pas que des potes, c'est des gens que je connais pas et qui viennent me dire waouh, ça m'a hyper touché et tout. Et je me dis ok, super, enfin, trop, trop bien, quoi. Et c'est vraiment en faisant ça. Et par-dessus, ce que je compte faire, c'est vraiment aussi danser sur ces mots-là pour exprimer, en fait, à travers tout, enfin, à travers vraiment euh, tout ce que je peux faire, quoi, exprimer en fait vraiment une, euh, une opinion, euh, la révolte, l'amour aussi, voilà, exprimer en fait toutes ces choses-là à travers l'art et à travers du coup un format vidéo sur Instagram ou sur YouTube et pourquoi pas des formats et aussi des formats audio que je sortirai dans les mois qui arrivent, là, le mois prochain sur des plateformes, etc. Où il y a un texte, par exemple, que j'ai écrit qui s'appelle Les Noirs adultes. Moi, j'ai écrit l'année dernière et j'ai toujours pas publié parce que j'étais trop fatigué. En fait, je sais pas. Et puis même à un moment, tu te dis ouais, est-ce que je rentre pas dans un truc de productivité encore une fois? Est-ce que est-ce que je vois des abonnés qui montent, tu vois? Et que je le veuille ou pas, genre je suis un être humain, tu vois? Et je suis sûr que même si j'essaye de plus m'en détacher, même avant de enfin, je pense depuis que je suis petit, parce que ben
je sais pas, c'est aussi mon caractère, mais je suis sûr que ça a un impact sur moi et que ouais, je suis content et voilà et je rentre dans un truc où, si je poste, je poste, je poste, je poste, c'est pour avoir quelque chose en retour? Est-ce que c'est pour changer? Tu te perds au bout d'un moment. L'intention, elle est bonne au départ, toujours, mais au final, pourquoi tu le fais? Voilà et du coup, finalement, j'ai pas posté et pourtant j'étais parti, en studio et tout avec, 2 potes. Ils m'ont dit: «Ouais, mais tu as jamais enregistré en studio?» J'ai fait: «Non, j'enregistre chez moi et tout, dans ma chambre» et et du coup, c'était, ben, Jérémy et Annabelle, heu et ils m'ont dit: «Ben, vas-y, viens et tout, on va au studio» et là, ils m'ont poussé et là, je me suis dit: «OK, ben, je suis sûr que déjà, je vais être artiste». C'est bon, genre, je pense que la plupart d'entre nous qui allons en école de co ou je sais pas quoi, on se perd, en fait. Enfin, bien sûr, on peut faire des choses utiles, on peut apporter, mais c'est pas dans ce but qu'on y va souvent et non, non, je veux déjà le enfin, voilà et là, j'étais encore sûr que je voulais être artiste et à côté, faire plein de projets d'entrepreneuriat social donc voilà, c'est à travers ça. Oui, Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que, tu es un artiviste? oui, Ouais, OK. Hem, OK, super. Alors attends, je note un truc. OK. Ce que je trouve intéressant aussi, enfin, c'est une forme d'activisme, je trouve pour moi qui est peut-être moins, mise en valeur ou en tout cas, je trouve que parmi les activistes, qui se battent donc pour l'écologie, l'éducation populaire, l'antiracisme, j'ai tendance à voir, moi un activisme d'action directe, hem et peu d'artivisme. Alors que justement, j'en discutais avec d'autres activistes que, la bataille, du climat entre guillemets, enfin la bataille pour l'écologie, elle se gagne aussi sur un front culturel. oui, Il faut oui, oui, pouvoir, changer les mœurs et c'est en effet, par les sens, par, l'art que, c'est possible de faire passer, des messages ou en tout cas de les partager comme tu dis donc c'est très inspirant. Bravo, merci beaucoup yes, pour, ce merci partage beaucoup. et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu dis finalement que quand tu, t'entoures de personnes qui sont activistes aussi comme toi, bien, en fait, tu peux aller plus loin que ce que tu as l'habitude de faire peut-être Totalement. plus quand tu es seul et ça, c'est quelque chose, je pense d'assez important. En tout cas, il y a beaucoup d'activistes qui me font part de ce besoin d'être entourés de personnes qui les comprennent et qui peuvent, bah, les emmener plus loin et du coup, ça va m'amener à cette question un peu de à quel point, ce militantisme a changé ta vie? Est-ce que tu peux dire, voilà, que ça a changé ta vie? Quels sont les impacts sur, tes relations aujourd'hui, sur tes projets de vie, tes rêves? Je ben, je pense que j'ai été assez formaté, quand j'étais petit par ma grande sœur et tout du coup et du coup, ben, ça l'a, plus je sais pas si ça l'a changé, mais ça l'a défini beaucoup plus clairement, quoi. En fait, ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire, voilà. Par exemple, heu, en arrivant en école, enfin, je savais déjà que je voulais faire je voulais m'en servir pour faire des projets enfin, à l'époque, il y avait beaucoup cette question de sens. C'était quand? Il y a 4 ans, il y a 4 ans, un truc comme ça. Il y avait cette question de sens et moi, enfin, j'étais plus dans cette question de sens, en mode: «Non, je ne veux pas faire un truc qui a pas de sens pour moi» et cetera et là, au-delà du sens, il y a l'impact et il y a voilà et je sais que c'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus en moi et et je ne et il y a des opportunités que je refuse. En fait, je pense que ça se voit sur les opportunités que tu refuses aussi. Tu as des Heu, exemples? ben, par exemple, il y avait une période j'ai des périodes de stage et j'ai préféré, être enfin, j'ai préféré faire un service civique. Enfin, c'est tout bête, mais en fait, tous mes potes, ils me disaient: «OK». Donc, parce que dans mon école, en gros, j'étais hyper investi associativement puisque c'était, de l'association artistique et tout et je me suis dit: «OK, c'est artistique et tout» et en gros, il y avait, qu'un style de musique. Je me suis dit: «Ben, OK, on va ramener» j'aime autant la house que le hip-hop, que plein de styles de musique et après même si je me le ce que j'aime le ce que je pratique le plus, c'est le hip-hop. J'aime vraiment pas mal de styles de musique et je me disais: «OK, il faut que tous les styles soient représentés» et cetera et du coup, bref, j'ai été en gros président du bureau des arts de mon école et du coup, les gens ils me disaient: «OK, avec ça et tout, tu sais, tu peux avoir toutes les entreprises que tu veux» et cetera et après ça, j'ai fait un service civique et il y a plein de gens qui sont éloignés de moi en se disant: «Mais il est totalement perdu ce gars». Vraiment et c'était en plus, c'était à Reims, parce que mon école, elle était à Reims et ça se voit sur les refus, en fait. Il y a des choses que
il y a des non, il y a des choses que tu refuses et c'est refuser, par exemple, de, travailler pour des entreprises qui ne vont pas être, sur un changement total ou refuser carrément de travailler pour après, je sais pas parce que, heu, en gros, ça m'a jamais intéressé de travailler pour l'entreprise puisque je vais être entrepreneur social. Mais je sais encore plus que ça, c'est mort. Enfin voilà, c'est et je pense que ça, je le sais encore plus. Je sais encore plus que je me rattache encore plus au sens, encore plus à l'art, et l'art pas en mode: «OK, il faut que je perce», en mode: «OK, en fait, il faut que je me plonge dedans» parce que enfin, il y a aussi beaucoup de ch c'est vraiment relatif aussi au bonheur et je pense que c'est peut-être c'est très individuel, mais je sais que, ben, ça définit encore plus où je trouve mon bonheur, je le comprends encore plus et il y a moins d'illusions parce que c'est très terre à terre, en fait. Quand je traîne avec des militants, c'est très terre à terre, en mode tout est en fait, il y a pas de enfin, il y a le moins de mensonges possible. En fait, la vérité, c'est d'être enfin, on essaie de toucher la vérité du plus près possible, quitte à se brûler, en fait et du coup, je saurais pas comment expliquer ça, mais on du coup, ça te rapproche de ce qui est vrai pour toi et c'est beaucoup plus facile, ça te fait prendre des raccourcis. Alors du coup, j'ai 2 questions. Donc tu parles du refus. Donc, toi, ton engagement, tu le vois enfin, tu l'exprimes aussi en refusant certaines opportunités qui n'ont pas de sens pour toi. Tu dis aussi que, en fait, ça t'intéresse pas. Du coup, ma question, c'est est-ce que des fois tu te sens tiraillé entre, la vérité, ce que tu appelles la vérité, donc la le Ouais. sens et ce que je dirais un conditionnement ou, ce que tu appelles parce que tu utilises quand même le terme opportunité. Oui, Donc, est-ce bah, que finalement est-ce que pour toi c'est réellement des opportunités ou est-ce que des fois il y a un tiraillement? Et ma deuxième question, c'est je vais les dire en même temps comme ça, enfin, tu peux éventuellement faire des liens si mmh, tu as envie. Tu parles donc de, quand tu traînes avec des militants, c'est très terre à terre, il y a pas de mensonge, on essaie de toucher la vérité le plus près possible, quitte à se brûler. J'aime bien je trouve ça intéressant, de dire ça, quitte à se brûler. Est-ce que, est-ce que la pureté militante enfin moi ça me fait penser au concept de pureté militante, c'est-à-dire, on veut tellement, bien faire ou, que les choses aient du sens, que des fois, bah, justement on se brûle. À quel moment on se brûle pas? Comment tu arrives à jauger, à placer ton curseur? Chez moi, il y a eu toutes les périodes, hein. Enfin, vraiment, chez moi, à un moment, on était, plus classe moyenne. Après, voilà et je sais qu'en ce moment, chez moi, c'est chaud, voilà. Je sais qu'en ce moment, financièrement, c'est chaud et je sais que j'ai un prêt et je sais que je pourrais, facile travailler, chez, Total ou je sais pas enfin, Total, non, c'est impossible. Une entreprise, moi, quand même. Trouver une entreprise qui est pas engagée, mais qui est pas engagée, tu vois? Et hop, rembourser mon prêt et que ma mère me dise: «OK, c'est incroyable» et de régler des problèmes qui sont très réels, en fait. Et pour moi, c'est si je suis tiraillé, c'est parce qu'en fait, je prends un chemin qui comporte des risques pour mon entourage. Parce que, enfin, je suis pas un investissement pour mes parents, mais heu, je suis chez moi, hem, je gagne pas d'argent, je fais des projets qui sont trop sociaux. Genre, enfin, en plus, le pire, c'est que je vois les erreurs. En fait, je fais, ce qu'on appelle des erreurs en école. Quand tu étudies, on te dit: «OK, fais pas ça» et je sais que je vais là. Donc je sais ce que ça implique. Je sais que ça implique de faire par exemple, j'ai un projet de marque, c'est à la fois local, à la fois recyclé, à la fois je sais pas quoi, à la fois nanana et je sais que d'un point de vue marketing, ça sert à rien d'avoir tant d'arguments parce que c'est pas bien compris et que ça marcherait mieux avec moins d'arguments. Enfin voilà, en fait, je me brûle et je sais que c'est chaud en fait. Je sais que c'est chaud et bien sûr, peut-être que plus tard ça pourra marcher, j'en sais rien. Mais mais ça me fait rester dans des problèmes et surtout pour mon entourage. Je pense que pour mon entourage, ben, qui veut vivre plus aisément, ben, en fait, je sais que, ben, je me dis: «OK, non» et c'est pour moi, c'est ça, en fait, si je suis tiraillé, c'est tiraillé de ça en me disant: «Je sais que» enfin, je sais pas si c'est tiraillé parce que le choix est fait, mais il y a ce truc dans ma tête où je sais que: «OK, il faut vivre dans ce monde où l'argent compte, où, si tu dis que l'argent ne compte pas, la réalité va te rattraper». Il y a pas longtemps, ma mère me disait, ça c'est bon, faut pas le mettre, mais ma mère me disait: «Ouais, oui, ben, la machine à laver, c'est pas possible de la réparer» et moi j'étais trop en école avec des gens d'école de commerce et du coup, j'avais oublié en fait, j'avais oublié ça et je me disais: «Mais comment?»
Genre en mode, il y a tes potes qui claquent 200 € en une soirée et là, on te dit: «OK, on va pas réparer la machine à laver». Et là, tu te fais: «Oh!» Voilà, c'est ça, en fait. Et tu te dis: «Mais pourquoi je fais genre? Pourquoi je vais pas dans une entreprise? Pourquoi, je gagne pas max d'argent?» Et après tout va bien pour moi. Enfin, mais c'est pas comme ça qu'on s'en sortira, ni socialement, ni écologiquement. Alors, est-ce que justement, enfin, moi justement, je me posais cette question sur l'impact sur tes relations. Enfin, là, du coup, tu parles de ta relation à ta famille. Est-ce que c'est quelque chose, donc tu dis qu'il y a une forme de tiraillement quand même par rapport à ce devoir que tu as envers elle et eux. Et tu me disais aussi que quand tu étais plus jeune, bah, du coup, ton père t'a soutenu avec ta sœur dans votre démarche d'éducation populaire. Euh, Est-ce que du coup, ça te freine pas non plus? C'est-à-dire que là, il y a des tiraillements par rapport à cette question d'argent. Est-ce que finalement, tu arrives à quand même aller vers là où tu veux aller? Ou est-ce que il y a des freins et que finalement, tu peux pas t'investir comme tu le voudrais, quoi? En soi, ma mère me dit pas de pas faire ce que je veux. C'est moi qui me dis que c'est pas possible de rester chez soi et et de manger chez soi et de je sais pas quoi et de savoir qu'il y a ces problèmes-là et de soi enfin, je sais pas, c'est en gros, ma mère me dit que c'est super ce que je fais, elle me soutient et c'est fou ça. Elle me soutient, mon père me soutient, heu, mes sœurs me soutiennent, mon frère me soutient, et ils me disent: «OK, c'est super ce que tu fais ce que tu aimes, on te voit content». Voilà, tu es plus content que, lors de ta première année d'école de commerce. Bah oui, voilà, enfin, voilà et du coup, je pense que c'est pour ça. Mais si ma mère me disait: «Non», je pense que là, ça aurait été un double enfin, le tiraillement, il aurait été beaucoup très fort. Je pense que j'aurais peut-être été pareil, mais prêt à basculer à tout moment, mais là, non. C'est une question qui revient beaucoup, dans le milieu militant, parce que beaucoup de militants sont soit au RSA, soit précaires et du coup, il y a un enjeu aussi à comment, être sur un même point, un pied d'égalité quand on a des militants qui ont des héritages, du patrimoine et d'autres qui n'en ont pas. Comment on peut, enfin vouloir lutter contre le grand capital quand on met pas de réseau d'entraide en place et donc c'est des sujets, par exemple, il y a des, des formes de réseaux, des cagnottes solidaires, des squats, tout ça, des choses qui ouvrent, mais c'est ça, la question économique est un vrai sujet, quoi. Donc par rapport à tout ça, toi, comment tu te projettes à travers, ton militantisme dans les prochaines années? Est-ce que, ce que tu vis aujourd'hui fait émerger des nouveaux projets? Comment tu te projettes? Comment tu te projettes dans l'avenir aussi dans ce contexte aussi social, climatique? Est-ce que ça a modifié aussi les rêves que tu avais avant? Parlons un peu du futur, quoi. Là, je sais que je vais me concentrer justement sur, du coup, la banlieue et l'écologie et et enfin, l'Afrique, c'est trop large, mais du coup, le Congo et l'écologie. Voilà, il y a ces 2 choses, je pense, qui me passionnent. Je sais même pas pourquoi. Enfin, si, je sais parce que, bah, c'est pas mon vécu, mais je sais que je vais me concentrer dessus et dans les prochaines années, j'aimerais vraiment, développer des dynamiques d'entrepreneuriat social en banlieue parce que tu peux pas impossible d'aller parler d'écologie sans perspective de sortir de pas d'une misère, enfin, mais de sortir d'un truc où on t'a dit depuis que tu es petit, tu pas enfin, moi, mes parents, ils sont hyper OK, mais OK, enfin, OK pour tout ce que je peux faire, mais quand tes parents ils disent: «Allez», enfin j'avais plein de potes qui là les parents là les obligeaient à aller travailler et cetera et du coup je peux pas lui dire: «Ben OK, ben, heu, faut pas faire comme ça, pas faire comme ça» et je pense que l'entrepreneuriat social, c'est un bon truc pour développer des dynamiques où tu pourras je pense je sais pas si on peut gagner sa vie de l'entrepreneuriat social, mais en tout cas on peut, vivre tranquille et à la fois développer des dynamiques qui vont aider son entourage et si c'est en banlieue, développer pour la banlieue, bah, c'est ouf et du coup, je pense que je vais me diriger vers ça, vraiment, sur l'entrepreneuriat social en banlieue dans le futur et développer des dynamiques. Il y a plein de j'ai plein de potes aussi qui sont après, je sais pas s'il y a pas le côté écologique, mais qui sont pour: «OK, ben, pourquoi on veut partir de la banlieue? Juste, développons la banlieue et pourquoi pas se dire: "OK, ben, prenons en compte ça, ça", enfin, pas prenons en compte ça, ça, mais et si on prenait en compte ça, ça, dans le potentiel développement de nos banlieues?» Et je pense que je vais vraiment me diriger vers là.
et aussi, ça mélangé à ce que j'aime appeler un activisme de la joie, même si on a il y a de la joie partout, mais même dans la Pas révolte, militante. il y a les plus grosses joies. Exactement, vraiment. Dans Tu l'as lu? il y a de la joie partout et Celui comment? de Même pas, mais même pas? j'en ai tellement entendu parler. Oui, il est génial, je l'ai dans mon sac. Oui? Ouais, ouais. OK, ben, du coup, je le lis à coup sûr, là, dans ma liste de livres à lire, je c'est bon. Et du coup, Et on approche un peu de la fin. Du coup, je voudrais oui, te poser quelques questions encore. Tout à l'heure, tu parlais d'Annabelle et Jérémie en disant, bah, voilà, en fait, ils m'ont poussée aussi à aller à me dépasser et à dépasser peut-être un peu mes limites de, enfin, une forme d'autocensure que tu avais, peut-être de t'enregistrer, tout ça. Est-ce que tu peux me parler justement, de ce que ça te fait, de ce que ça crée d'être en communauté militante? Parce que j'imagine que du coup, tu connais ça, enfin, c'est-à-dire que tu me parlais de potes qui sont, tes potes, je dirais, de vie et qui où vous n'êtes pas rejoints sur des convictions communes et d'autres avec qui tu les connais et tu les fréquentes parce que vous vous rejoignez aussi sur des convictions communes et ensuite la relation d'amitié se crée. Est-ce que tu peux me parler en fait de ce que ça te fait en fait de faire partie de cercles militants, peut-être de ces liens de parenté, de ces nouveaux liens de parenté, des émotions que ça peut te créer? en fait, quand je me suis intéressé à l'écologie et que j'étais au lycée, déjà, ben, je sortais pas beaucoup parce que, en gros, enfin, quand j'étais à Villepinte, parce que enfin, depuis que j'étais petit, ma mère me disait de pas beaucoup sortir parce que plus tu sortais et plus, en gros, tu pouvais, te retrouver dans des plans bourbiers, quoi, à faire n'importe quoi et cetera. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché l'écologie et je suis allé dans des conférences qui étaient, où il y avait où c'était hyper bizarre. Enfin, je pense que après, je sais pas, j'ai peut-être mal cherché au départ, je sais pas. Mais en tout cas, les premiers trucs que je voyais, c'était des grosses conférences sur des sujets, plus de degrés, nanana. Il y avait des gens qui parlaient et cetera, des tables enfin et c'était pas du tout un truc où je pouvais me projeter sur encore plus grâce à la prépa, mais ça avait rien à voir avec moi, en fait. Et là, en fait, je croise des gens qui me ressemblent dans leur manière, de parler, des problématiques, dans le mélange de problématiques. C'est pas écologie, c'est écologie et sociale, écologie et décoloniale. C'est enfin et du coup, ça je sais pas ce que ça crée, mais ça console, ça rassure, ça je sais pas et ça permet en fait de continuer, tout simplement. Sinon, en fait, c'est pas possible de continuer seul, impossible. Ouais, quand tu dis ça console, ça rassure, bah, c'est quelque chose d'hyper important, je trouve, dans les cercles militants et c'est quelque chose de fondamental pour mener des discours, en tout cas, porter des convictions qui sont, bah, en fait, en marge, clairement marginales de la société et c'est pas l'idéologie dominante. Donc, pour Ouais. pouvoir, je dirais, tenir le marathon du militantisme, c'est hyper important d'avoir ces cocons sécurisants, de réconfort. J'avais oublié un truc, c'était, quand je disais, ça me rappelle du coup, le fait de consoler, ben, c'était aussi sur le fait de, voilà, de ce marathon-là. En gros, ben, c'était qu'avant, ben, je réagissais et je pense que c'est toujours bien de réagir parce que sinon, ben, tu te fais écraser par, par ceux dont tu partages pas la enfin, la même, c'est même plus des opinions là, tu fais écraser par l'injustice tout simplement. Si tu te révoltes pas, en mode: «Ah ça se passe», révolte directement. Mais aussi, par exemple, ça me prenait beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, j'étais triste en fait, tous les jours j'étais juste triste, 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 triste et je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce que je vais être triste? Est-ce qu'il faut faire un choix entre être triste et enfin, entre être engagé et triste ou ne pas être engagé et être joyeux?» Genre, je me posais 10 000 questions comme ça, vraiment. Donc, à un moment, je me suis dit, ben non, peut-être qu'il faut juste. Du coup, je vais être moins. Après, il y en a qui ça va, hein. Il y en a qui sont motivés par ça, c'est leur carburant, et tant mieux, parce qu'il faut qu'ils soient là. Elles soient là, vraiment. Et du coup, il faut. Enfin, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de plus construire. Et c'est là que je me dis, OK, ben, je vais faire des projets, en vrai. Je vais faire des projets artistiques où déjà, je vais parler de mes tiraillements et aussi parler de ces sujets-là. Et pas spécialement réagir à ça, 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 ça. Et en plus, mais cependant, oui, réagir, c'est ce qui fait le plus de buzz aussi. Mais construire, je pense que c'est ce qu'il y a de plus viable, en plus de la réaction qui est
qui doit être entretenu par un peu tout le monde, mais moins tout le temps, et plus être dans une démarche de construction. Et ça me repose. C'est ce qui est bizarre, c'est dans une démarche de construction, ça me repose. Après, bien sûr, je pense que du coup, c'est moins transparent d'être dans une démarche de construction parce que tu es très centré sur toi. Les gens ne voient pas ce que tu fais jusqu'à ce qu'ils voient et du coup, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que voilà. Mais je pense que ça me repose beaucoup et que, par exemple, j'ai pris une grosse pause, genre en mode, je me suis dit, OK, ça va me permettre de mieux réfléchir, de se réfléchir à partir de moi-même. Euh, et j'ai pris une pause des réseaux sociaux, j'ai pris une pause de tout. Et en fait, ben, je me suis dit, ben non, en fait, je ne change pas d'avis. C'est juste qu'il faut plus que je construise en plus de la révolte. Enfin, c'est aussi de la révolte de construire, mais de construire à partir de nos idées. Et non seulement réagir aux idées contre lesquelles on se bat. Merci. Est-ce que tu peux me parler justement des freins et des moteurs pour tenir le marathon du militantisme? Est-ce qu'il y a des choses dans le milieu militant, toi, qui t'empêchent d'avancer ou que tu trouves, je dirais, néfastes? Est-ce que tu sens des oppressions internes dans les cercles militants? Est-ce que, justement, tu me parlais aussi de fatigue, tu avais, le burn-out militant, c'est quelque chose qui te parle? Et au contraire, est-ce que, enfin, là, tu me parlais de la construction pour être dans l'action. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont motrices euh, pour militer au long cours? Ouais, ben, je pense que j'ai eu de la chance de rencontrer vraiment les gens qui me ressemblaient et qui comprenaient mes 2 problématiques. Parce que, en vrai, j'étais tellement plein de contradictions, et à un moment, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, comment ils ont fait pour rester avec» enfin, par exemple, mes potes, ils m'ont jamais jugé et ça m'a grave aidé, je pense. Enfin, c'est ouf en vrai, quand j'y repense. Et je pense que justement, j'ai eu la chance de connaître ça, mais ce qui peut être dangereux, c'est le jugement de ceux qui s'engagent enfin, à leur échelle. Parce que non, parce que c'est aussi une excuse des fois de dire: «Je m'engage à mon échelle». Mais le jugement tout court, je pense que c'est ça qui peut tuer, genre en mode, qui peut être néfaste peut-être dans le militantisme. Mais après, c'est aussi bon, parce que je sais pas du tout comment me positionner sur ça, parce qu'il faut avoir garder un esprit critique et pas juger pour rien. Bah, je pense qu'il y a Saul Alinsky, qui a écrit le livre Rules for Radicals, qui parle de plein de trucs néfastes. En mode, des fois, on oublie d'utiliser des outils qui se sont montrés efficaces de communication. Par exemple, on va être directement contre, au lieu de remettre en question un avis, ramener plein de monde qui remet en question un avis, de se dire ah tiens, maintenant soyons contre. Et il y a plein de choses comme ça, et je vois, je me dis ben mince, mais ça va jamais, cette révolte-là, elle va jamais marcher, puisque certes, je suis d'accord, mais non, parce que même moi, j'ai déjà été tiraillé. Donc là, je prends l'avis de. Parce que le but, c'est pas de partir vers une guerre, mais de convaincre les gens. Et du coup, parfois, on agit comme si on était en guerre au lieu d'agir comme des communicants. Et ça, je pense que, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de. Je peux pas utiliser des grands mots et dire dangereux, mais quelque chose de, ouais, de néfaste, vraiment. Parce qu'on oublie des outils de communication vraiment basiques parfois pour convaincre les gens, parce qu'on oublie que c'est des idées, même si elles se basent, elles ont plus de justice que d'autres idées, ça reste des idées, et du coup, il faut prendre en compte les idées des autres et pas leur mettre un mur devant eux, sinon ça va encore plus les repousser. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez néfaste. Et c'est pour ça que je passe par l'art aussi. L'art, ça tape l'imaginaire. Vraiment, ça tape l'imaginaire. Ça permet aux gens de se dire ah ouais, de ne pas faire passer des messages ultra violents pour notre cerveau qui n'est pas pour ça, mais d'une manière belle, et ils se disent ah mince, ouais, ok, je te remets en question comme ça. Ou des messages ultra doux, mais de manière ultra violente aussi. Mais euh, du coup, je pense que ce qui est néfaste, c'est ça. Merci. C'est très beau ce que tu dis. Ça me fait penser à l'autostoppeur. Enfin, j'étais pas l'autostoppeur, c'était moi. Mais le mec qui m'a pris en stop tout à l'heure, qui était un mec de droite, et j'ai beaucoup de mal avec Ouais. les gens de droite. Mais il disait justement, bon, il m'expliquait beaucoup les choses, il faisait beaucoup de mansplaining. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est il a dit la même chose que toi, qui était, bah, des fois, il faut pas être en guerre
mais il faut réapprendre à communiquer et pour le coup, bah, voilà, tu redis ça, donc ça fait tilt chez moi et c'est vrai que moi, c'est vrai que je me sens vachement en guerre, mais oui, il faut savoir communiquer et c'est fondamental et je trouve ça très beau de dire, justement d'essayer de faire passer des messages de façon douce, et belle et percuter l'imaginaire, sans Mmh. être dans l'ultraviolence. Enfin, c'est très beau. On arrive à la fin, de ce moment-là d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas abordé, que tu aimerais, me partager, avant qu'on se quitte? Dans ce que je viens de dire, il y a les faire passer des messages et je pense que parfois, passer par l'artivisme, ça permet d'être même plus violent, enfin, mais que le message soit mieux accepté. En gros, il ne s'agit pas de réduire, la violence du message, mais de de l'enrober de douceur vraiment et fiou, voilà. C'est vraiment ça, mais sans en perdre l'essence. Sinon ça sert pas à rien, mais sinon, ben, c'est pas ça prend pas le même objectif. Ça permet d'être plus radical, par exemple. Oui, voilà, vraiment plus radical, mais à la fois plus entendu par des gens qui ont pas le même avis.